Merci Joseph et merci d'être aussi nombreux. Contrairement à ce qu'a annoncé Joseph, je ne vais pas faire une synthèse dans cette présentation de ce qu'ont raconté mes éminents collègues, ne serait-ce parce qu'en fait, avant, j'ignorais exactement le contenu de ce qu'ils raconteraient. De fait, cette synthèse, je l'ai faite en partie dans un de mes ouvrages que vous pourrez trouver dehors et dont je dirai un petit mot tout à l'heure, qui s'appelle L'écume de l'espace-temps, que j'ai publié en 2020. Moi, j'ai choisi un sujet qui va évidemment recouper ce qui a été dit, qui s'appelle Cosmos et imagination géométrique. Alors, une explication sur ces deux mots, l'imagination géométrique. Vous savez, je n'ai pas du tout eu une vocation d'astronome ni même d'astrophysicien. J'ai d'abord eu une vocation de mathématicien, c'est-à-dire que j'ai fait des études de mathématiques assez poussées. Et à une époque où j'hésitais encore sur mon futur parcours entre la littérature, la musique, les arts plastiques et les mathématiques, évidemment, que je pratiquais simultanément. J'ai eu le bonheur, c'était au début des années 1970, je suis plus tout jeune, j'ai eu le bonheur de lire un livre de vulgarisation. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, hein, la mode n'était pas encore à la vulgarisation. Je préfère d'ailleurs le terme de mise en culture de la science, parce que la science fait pleinement partie de la culture. C'était un livre qui était une introduction à la cosmologie. Et ce livre m'a fait comprendre, ça montre d'abord l'importance extraordinaire pour susciter des vocations et des bifurcations dans les parcours de vie de ce travail de mise en culture scientifique que font les chercheurs et parfois également de très bons journalistes scientifiques. Ce livre m'a fait comprendre que finalement l'outil mathématique ludique toujours, comme toujours dans les mathématiques. Et j'avais d'ailleurs une appétence particulière pour la géométrie, d'où imagination géométrique. Pouvait servir d'outil à aborder des questions encore plus fascinantes et qui finalement débordent le cadre de la science stricte. Les grandes questions sur l'univers. L'espace est-il fini ou infini? Le temps est-il éternel ou pas? Les déformations de l'espace et du temps prédites par la relativité générale. Donc ce livre abordait évidemment quelques éléments. Tout ça, j'ai été fasciné à la fois par les perspectives que cela représentait, mais également aussi par un certain côté de rêverie poétique. Par exemple, l'une des premières choses que j'ai lues sur la relativité générale, c'était bien avant, quelques années avant, c'était dans une encyclopédie qui consacrait juste à une encyclopédie sur l'astronomie et qui consacrait juste à sa dernière page à la relativité, une page simplement. Mais ça présentait l'espace comme un mollusque. On parlait le mollusque de l'espace-temps. Et tout ça, cette expression m'a frappé. Donc voilà comment parfois simplement des termes peuvent déclencher des choses qui se révèlent après, plusieurs années après. Quant au mot cosmos, je le prends ici, vous le verrez, dans son sens étymologique grec, qui signifie l'ordre, la beauté et l'esthétique. Une connotation que l'on trouve d'ailleurs dans le terme moderne de cosmétologie. Les apparences sont belles. Et l'un des propos de la science, c'est d'essayer de décoder cette apparente beauté ou l'élégance des lois qui gouvernent l'univers. Voilà. Mais le cosmos, justement, ne se réduit pas à la beauté de l'univers matériel. Il y a autre chose, autre forme d'appréhension du cosmos, dont je dirais un mot à la fin, en pensant toujours à cette merveilleuse phrase de Gaston Bachelard qui parlait du double infini du cosmos et de l'âme humaine. Voilà. Et l'une des expressions notamment du cosmos, ce sentiment que l'on peut avoir sur l'esthétique cosmique, vous le voyez je me suis permis de mettre une de mes réalisations d'art plastique, c'est une lithographie que j'ai faite dans les années 90 et qui est censée représenter à ma façon le vertex d'où sort l'univers, c'est-à-dire donc le Big Bang. Alors maintenant, on va voir si les télécommandes fonctionnent. Voilà, c'est la télécommande de droite. Bon, on a parlé des trous noirs, je vais évidemment vous parler de l'un de mes sujets favoris. Voici donc les deux images qui, j'espère, vous ont interpellé, parce qu'au moins ça a fait partie des nouvelles scientifiques qui ont agité les médias à grand public. Ce sont donc les premières images télescopiques de ce que l'on pense être, sans avoir encore une preuve absolue et définitive bien entendu, des trous noirs géants qui sont situés au sein de deux galaxies. Donc la première image a été délivrée en avril 2019. C'était donc l'œil noir est censé être l'ombre d'un trou noir géant entouré d'une couronne lumineuse qui est un disque de gaz chaud. Et 3 années plus tard, l'image donc d'un trou noir supermassif
plus proche de nous, puisque c'est notre trou noir galactique situé au centre de notre galaxie qui s'appelle Sagittarius A étoile. Et vous voyez une image analogue avec donc un œil noir entouré également d'une couronne lumineuse. Alors, il s'agit donc d'objets extrêmement compacts qui sont présents au centre de deux galaxies. On pense d'ailleurs que ces trous noirs supermassifs sont présents au centre de pratiquement toutes les galaxies, la plupart des galaxies. Donc là, les deux trous noirs dont j'ai parlé, il y avait donc le trou noir galactique, 4 millions de fois la masse du Soleil, un diamètre, donc le diamètre du trou noir, c'est le diamètre de ce que l'on appelle l'horizon des événements. L'horizon des événements, c'est le nom que l'on donne à la surface immatérielle d'un trou noir, la surface à partir de laquelle ça représente une zone de non-retour. Si vous rentrez, vous ne pouvez plus sortir, même si vous êtes un rayon lumineux. Donc c'est une sphère noire. Donc si vous voulez essayer de voir un trou noir tout seul, isolé dans l'espace, vous ne verrez rien, c'est du noir sur noir. Donc il faut que le trou noir soit vu en arrière, en avant-plan, devant une structure lumineuse. Et donc le trou noir, le supposé trou noir Messier 87 se trouve donc au centre d'une galaxie beaucoup plus lointaine. Et c'est un trou noir beaucoup plus massif, 6 milliards de fois la masse du Soleil, un diamètre, tenez-vous bien, de 40 milliards de kilomètres. Toute la partie interne de notre système solaire rentrerait largement dans ce trou noir supermassif. Il se trouve que ces trous noirs, donc de taille et de masse extrêmement différentes, ont à peu près la même taille angulaire apparente sur le ciel, puisqu'ils sont à des distances différentes et ça se compense. Donc vous voyez, effectivement, sur ce montage, vous voyez donc le trou noir de Sagittarius A n'est qu'à 27 000 années-lumière, tandis que celui de Messier 87, il est à 55 millions d'années-lumière. Les distances compensent les tailles différentes, ce qui fait que ces deux trous noirs ont sur le ciel un diamètre apparent de ce qu'on appelle des micro-arcs-secondes, donc des millionièmes de seconde d'arc, de l'ordre de 35 millionièmes de seconde d'arc. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, c'est à peu près la résolution angulaire, la taille angulaire d'une pièce de 1 euro placée sur la Lune. À partir de là, vous vous dites aucun télescope terrestre, en tout cas dans le domaine optique, n'est capable d'avoir une résolution, même avec des grands télescopes comme le télescope spatial Hubble et le James Webb Telescope. On est très très loin d'avoir cette résolution angulaire. Oui, mais voilà, il y a un domaine de l'astronomie qui s'appelle la radioastronomie, qui peut utiliser un mode qu'on appelle le mode interférométrique, qui permet de mettre en réseau un ensemble de radiotélescopes positionnés dans différents points de la planète. Et nous avons depuis quelques décennies des radiotélescopes disséminés un petit peu partout, en Antarctique, comme vous le voyez, aux îles Hawaï, au Chili, aux États-Unis, en Europe. Et à partir des années 2000, un groupe de radioastronomes, des groupes de radioastronomes qui ont rassemblé plus de 250 chercheurs dans des instituts du monde entier, ont eu cette idée, ce projet extraordinaire qui s'appelle donc de bâtir Event Horizon Telescope, télescope susceptible d'atteindre cette résolution angulaire pour accéder à l'horizon des événements de ces deux trous noirs supermassifs dont j'ai parlé, en mettant en réseau ces radiotélescopes. En les mettant en réseau, vous obtenez l'équivalent d'un radiotélescope unique qui a la taille du réseau, donc de taille planétaire, et en augmentant la taille du réseau, et en également choisissant une longueur d'onde d'observation qui est dans le domaine radio, eh bien, ils avaient calculé qu'ils obtiendraient juste la résolution suffisante pour voir l'ombre d'un trou noir. Alors maintenant, on en vient à la géométrie. On pourrait passer évidemment une journée entière à parler des exploits technologiques liés à l'Event Horizon Telescope. On va remonter, si vous voulez bien, un peu plus de 40 années en arrière, dans ma jeunesse de chercheur, où je me suis très rapidement posé la question, verra-t-on un jour l'horizon des événements, ou plus exactement ce qu'on va appeler l'ombre d'un trou noir? C'est à la fin des années 1970, je viens de faire une thèse, ma première thèse de doctorat, qui était consacrée aux singularités en cosmologie, dont a parlé notamment Roger Penrose. Et j'étais essentiellement à l'Observatoire de Paris, dans un milieu d'astronomes, et je voyais bien que les astronomes autour de moi restaient relativement sceptiques devant
l'existence même des trous noirs, qui disposaient déjà d'une assez bonne théorie, mais sur le plan expérimental, nous avions que des indices extrêmement indirects sur l'existence réelle de ces objets aux propriétés effectivement quelque peu fascinantes et perturbantes. Et donc j'ai entrepris un petit peu par jeu et puis par défi, parce que tout simplement ça n'avait jamais été fait. Un des propos de la recherche scientifique, c'est d'essayer de se lancer sur des voies qui n'ont jamais été explorées, lancer le défi d'essayer de me représenter à quoi ressemblerait un trou noir entouré évidemment de quelque chose, c'est-à-dire d'une structure lumineuse, par exemple un disque de gaz chaud, qu'on appelle un disque d'accrétion, mais cette fois-ci, non pas avec des vues d'artistes, comme on aime bien le voir sur les couvertures de magazines, où on voit une sphère noire avec un tourbillon autour, mais en tenant compte réellement des lois de la relativité générale, c'est-à-dire la courbure de l'espace-temps et la déformation des images que cette courbure produit. Alors précisément, si vous observez un objet sphérique comme la planète Saturne entouré d'anneaux brillants, alors ils ne sont pas intrinsèquement brillants, c'est pas du gaz, mais ça réfléchit la lumière du soleil, peu importe, vous avez des anneaux circulaires, vous les regardez avec un certain angle au-dessus du plan du disque, et vous avez évidemment une partie qui est cachée derrière le disque. Alors, je ne sais pas si j'ai un pointeur. Oui, il est là. Bon, vous avez une partie, il est un peu faible le pointeur, c'est pas grave. Vous avez une partie qui est cachée derrière le disque, tout simplement parce que nous sommes dans l'espace-temps du système solaire où la gravité est très faible, bien que nous le sentions avec la pesanteur terrestre, mais à l'échelle cosmique, cette gravité est extrêmement faible, et comme on vous l'a dit précédemment, le vrai espace-temps est extrêmement rigide, même si la relativité prédit une certaine élasticité. Il est très rigide, et à l'échelle du système solaire, les effets de relativiste, mis à part le GPS, ce genre de choses, sont relativement négligeables, en tout cas pour les trajectoires des rayons lumineux. Donc on a une vision normale de ces anneaux. Et maintenant, avant de faire un calcul, maintenant on vous dit, je vais mettre tout ça en équation, mais relativiste. On va chercher, calculer la courbure d'un rayon lumineux dans l'espace-temps courbé par un trou noir. Et là où je veux insister, en fait, je resterai essentiellement là-dessus pendant toute... C'est le rôle de l'imagination géométrique. C'est-à-dire, avant de vous lancer dans un calcul, et aujourd'hui, évidemment, on a des super ordinateurs qui permettent de faire des simulations incroyables, ou c'est inimaginable, évidemment, de faire ça à la main. Oui, mais il est bon d'avoir avant une intuition géométrique de ce que l'on va obtenir. Voilà. Et donc je vais vous montrer tout simplement comment quelques intuitions géométriques permettaient déjà d'anticiper le résultat de calculs d'ordinateurs plus sophistiqués. C'est très simple, vous voyez le diagramme du bas. On regarde par la tranche un disque de gaz brillant autour du trou noir. Et bien justement la déformation des rayons lumineux, la déviation des rayons lumineux due à la courbure de l'espace-temps va vous dire qu'il n'y a plus de parties cachées. Le trou noir ne peut rien masquer de ce qu'il y a derrière, puisque les images arrière sont relevées par le champ de gravité. Donc vous avez un dessus du disque qui va ressembler à une coupole de champignons, d'une certaine manière. Et puis, bien plus extraordinaire, vous avez des rayons lumineux qui partent complètement à l'opposé. Ici, c'est la plaque photo que mettrait un observateur lointain. Vous avez des rayons lumineux qui, normalement, devraient partir par là, mais à cause de l'extrême courbure, ils sont relevés, et vous obtenez une deuxième image, qui est l'image de l'autre côté du disque. Et en fait, quand vous poussez les calculs plus loin, vous avez en fait une infinité d'images en tenant compte des rayons lumineux qui font un tour, deux tours, trois tours et ainsi de suite. Et vous avez donc une illusion d'optique tout à fait extraordinaire. Donc à partir de là, on a une intuition géométrique, et ben il faut en passer au travail. Alors bon, ça c'est des images extraites à la fois de mes articles et de mes livres de vulgarisation. Tout d'abord, ce qu'on va voir, c'est pas tout à fait l'horizon des événements. Il y a un effet de focalisation des rayons lumineux dû à la gravitation qui va faire que la vue que l'on a de loin de l'horizon des événements est agrandie d'un certain facteur qui se calcule relativement facilement, racine de 27 sur 2, c'est-à-dire à peu près 2,6, et c'est ça que l'on appelle l'ombre du trou noir. Donc l'ombre d'un trou noir, qui sera éventuellement observable vu de loin, c'est son horizon des événements agrandi d'un facteur 2,6, et puis ça va être entouré d'une couronne lumineuse qu'on appelle l'anneau de photons, et c'est cette couronne lumineuse, alors c'est pas l'image primaire du disque d'accrétion, c'est-à-dire l'image de dessus, c'est l'ensemble de toutes les images secondaires, tertiaires, etc., qui se convergent, qui se regroupent pour donner cet anneau très fin entourant l'ombre du trou noir. Bien, une fois que ces choses sont passées,
il faut se mettre un peu au travail, hein. Donc on écrit les équations, les trajectoires des photons dans la métrique d'espace-temps d'un trou noir, par exemple le plus simple, qu'on appelle le trou noir de Schwarzschild. Ensuite, il faut définir un vrai modèle de disque d'accrétion, c'est-à-dire un profil de température, tout un ensemble de choses en fonction de la distance. Ensuite, il faut tenir compte de tout un ensemble d'effets de décalage de la lumière, décalage spectraux vers le rouge, vers le bleu, en fonction des mouvements, en fonction des champs de gravité, et puis enfin calculer le flux apparent que l'on recevrait sur une plaque photo lointaine, une plaque virtuelle évidemment, qui se calcule à l'ordinateur. Donc voilà, j'entreprends ce petit calcul qui dure m'a pris quelques semaines simplement en 1978 pour écrire ces équations-là, et je fais tourner un programme à l'ordinateur. Alors à l'époque, c'est des IBM qui occupent de salles entières à l'observatoire de Meudon, carte perforée. Et le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est ça. C'est pas une image réaliste, c'est des courbes de flux lumineux, plaque photo virtuelle. Le trou noir, il est au centre. Et puis donc, il y a l'intensité des rayons lumineux. Oui, mais évidemment, moi, je voulais offrir pour la première fois aux yeux des lecteurs, d'abord de mes collègues, puis peut-être à un public plus élargi, une image virtuelle un peu plus réaliste. Et donc, je l'ai finalisé. À l'époque, nous n'avions pas de logiciel de visualisation comme nous avons aujourd'hui sur les ordinateurs. Et donc, je l'ai réalisé à la main. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai tiré en grand ce schéma. Je l'ai apporté chez moi le soir. J'avais une table à dessin où je faisais déjà mes lithographies et mes dessins à l'encre de Chine. J'ai placé dessus une grande feuille de papier transparent, un papier canson, et j'ai tracé à la main à peu près 10 000 points avec une densité de points proportionnelle au flux qui m'était donné. Donc j'avais le négatif, puisque c'était des points noirs sur fond blanc. Après, j'ai pris le négatif du négatif pour en faire le positif, et c'est ainsi que j'ai pu obtenir la première image de simulation numérique d'un trou noir entouré donc d'un disque d'accrétion mince qui a été donc publié pour la première fois dans la revue La Recherche sans explication. C'était le premier article de vulgarisation sur les trous noirs que la revue nous avait demandé à mon ancien directeur de thèse qui était Brandon Carter, que nous avions écrit, et puis 2 mois plus tard, le papier complet avec les équations. Donc simplement décodage très rapide, hein. Voici l'ombre de trou noir, donc je répète, l'horizon des événements agrandi d'un facteur 2,6. L'image du dessus, on retrouve bien la forme de champignon, l'image du dessus, l'image primaire. L'anneau de photons, c'est-à-dire toutes les images d'ordre supérieur, avec tous ces rayons lumineux qui se sont enroulés plusieurs fois autour du trou noir. Et puis, un effet très important qui s'appelle l'effet Doppler, qui vous dit que lorsque vous avez une source de lumière qui se rapproche de l'observateur à très grande vitesse, et ici, on a des vitesses s'approchant, la vitesse de la lumière, vous avez un effet très important d'amplification du flux lumineux. Donc ça, c'est plutôt un effet de distance, hein. C'est parce que tout simplement le disque d'accrétion gravite autour du trou noir, et là c'est la partie qui s'avance, et là c'est la partie qui s'éloigne. Donc voici ce schéma final. Et donc voilà donc la publication, la première et la dernière page de cet article-là. Et pour faire le lien avec les images télescopiques, simplement la dernière phrase, vous ne le voyez pas, donc je la mets en grand. À la fin de mon article, voilà ce que je dis. Ce schéma, this picture, pourrait représenter certaines sources, telles que par exemple le trou noir supermassif dont l'existence dans le noyau de la galaxie Messier 87 venait d'être suggérée par des arguments complètement indirects. On observait des mouvements stellaires et effectivement, on commençait à soupçonner à peine en 1978 qu'il puisse y avoir un trou noir gigantesque, et j'avais eu cette intuition. Voilà. Et sans me douter du tout, vraiment, que de mon vivant, on puisse obtenir effectivement ce genre de résolution, parce que d'abord, je n'étais pas du tout versé du côté instrumental, j'ignorais tout de la radioastronomie, je suis un théoricien, donc je continuais à travailler sur le trou noir en étudiant d'autres aspects. Alors, mes équations étaient valables pour différentes inclinaisons. Comme j'ai fait le dessin à la main, je n'avais publié une image que pour, évidemment, une seule inclinaison. Et puis, quelques années plus tard, grâce aux améliorations des ordinateurs, l'un de mes brillants collaborateurs, qui s'appelait Jean-Alain Marc, a repris les équations et on a pu calculer les différentes inclinaisons. On retrouve les mêmes images pour l'inclinaison faible que j'avais calculée initialement, qui était ça. Et puis ça, c'est une vue quasiment polaire. Donc en faisant varier l'angle, évidemment, on a
des distorsions relativement différentes. Donc ça, c'est 1989. Et c'est ainsi que donc 30 ans plus tard, donc 40 ans après le dessin en noir et blanc et 30 ans plus tard avec ces simulations, on retrouve donc, on peut faire la comparaison entre les deux images télescopiques qui sont en bas, Messier 87, Sagittarius à étoile, et puis une simulation pour un angle de vue de 70 degrés, d'environ 70 degrés, un angle de vue presque polaire. Alors, il faut dire, donc, c'est un exploit technologique majeur qui a été réalisé par l'Event Horizon Telescope, mais il y a encore une résolution qui est fantastique, mais pas suffisante pour faire la différence entre l'image primaire et le disque et l'anneau de photons. Que l'on voit dans la simulation numérique, c'est distinct avec la résolution angulaire de l'Event Horizon Telescope. L'image primaire est superposée en fait à l'anneau de photons. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que la taille apparente que l'on voit sur le ciel de 52 micro-arcs-secondes, c'est 2,6 fois la taille des horizons des événements des deux trous noirs correspondants. Et pourtant, ils ont des masses et des tailles incroyablement différentes. Je veux dire, des masses 1500 fois Messier 87 et 1500 fois plus massifs que Sagittarius à étoile. Donc, effectivement, son diamètre est également 1500 fois plus grand. Mais dans les deux cas de figure, ça fait à peu près l'anneau de photons fait la même résolution angulaire. Et le fait que les deux images se ressemblent, ça vient aussi du fait, je pense que c'est l'un des grands théorèmes de la physique des trous noirs. Ce sont des objets paradoxalement extraordinairement simples, dont toutes les caractéristiques dépendent seulement de deux facteurs, deux paramètres, la masse et le moment angulaire. Le moment angulaire, c'est cette quantité liée à la rotation. Et donc, le théorème d'unicité des trous noirs est testé d'une certaine manière dans ces images-là. Alors, restons prudents. On ne peut pas dire que l'on a prouvé de façon définitive l'existence des trous noirs. On peut imaginer des objets alternatifs aux trous noirs qui créeraient à peu près les mêmes effets observationnels, mais malgré tout, les arguments sont très très forts puisque tout ce qui est calculé et modélisé en amont de la structure lumineuse autour d'un trou noir de Kerr. Le trou noir de Kerr, c'est le nom donné à la solution exacte des équations d'Einstein représentant un trou noir en rotation, correspond vraiment aux observations. Autre intuition géométrique qui m'a suivi, donc une fois que j'ai fait ce calcul, au début des années 80, je me suis intéressé à un autre processus possible, mais pas observable à l'époque. À partir du moment où on soupçonnait l'existence de trous noirs géants au centre des galaxies, on pouvait toujours imaginer que des étoiles allaient frôler ce trou noir géant et allaient pénétrer dans une région où l'espace est tellement courbé et déformé que les étoiles elles-mêmes vont être déformées et donc brisées. Et c'est un phénomène qui, en termes newtoniens, on peut décrire ça comme la rupture d'étoiles par des forces de marée de trous noirs géants. Alors j'ai une petite animation, mais il faut simplement que j'appuie sur mon ordinateur ici. Voilà. Donc c'est une animation extrêmement simpliste, c'est une vue d'artiste, c'est pas le résultat de simulation numérique, où on voit donc effectivement l'étoile qui est brisée et va libérer son gaz, et on se dit ça doit faire quand même des effets astrophysiques intéressants, ça peut peut-être fournir d'autres signatures indirectes de l'existence des trous noirs. Oui, mais voilà, comment on écrit ça, ça se met en équation, mais c'est un peu compliqué. Il faut avoir un modèle de structure d'une étoile, après mettre de l'hydrodynamique, voir comment l'étoile change de forme et de structure dans un champ gravitationnel variable, puisque évidemment sur l'orbite, le champ de gravitation varie. Et donc là encore, c'est bon d'avoir une intuition géométrique avant de se lancer dans un calcul beaucoup plus compliqué que celui que j'avais fait pour mon image de trou noir. Je vous montre simplement, très simplement, ça fait faire un petit peu de géométrie. On connaît en fait la structure du tenseur gravitationnel, ce qu'on appelle le tenseur de marée, qui représente en quelque sorte de la gravitation différentielle. En fait, il y a dans deux directions, il y a une tendance à la compression, et dans une autre direction, il y a une tendance à la dilatation. Mais il se trouve qu'il y a une direction qui est une direction de compression fixe qui ne change jamais, c'est la direction orthogonale au plan de l'orbite. En revanche, dans le plan orbital, vous avez ici une orbite parabolique. Le trou noir, il est là. On voit pas. Bon, le trou noir, il est là-bas. Il est là. Et vous avez donc l'orbite parabolique. Et vous voyez que
les axes de l'étoile, les axes principaux de l'étoile dans le plan, ils tournent. Ça veut dire que finalement, la tendance à l'étirement et à la compression dans le plan orbital vont grosso modo se compenser. En revanche, dans la direction orthogonale, la compression, elle est toujours là. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire ceci, également par un raisonnement géométrique simple. Les particules suivent des plans, et ça converge puisqu'il y a quelque chose de compressif. Donc, par exemple, le pôle nord, les particules du pôle nord de l'étoile convergent vers le bas, les particules du pôle sud. Et donc, simplement, ce petit schéma géométrique vous dit que vous avez une sorte d'effet de rouleau compresseur dans le plan orbital et qui va faire qu'il va y avoir un point de pincement de l'étoile peu après le passage au point le plus proche de l'orbite qu'on appelle le périastre. Et voilà cette configuration. Et après, donc, nous mettons ça en équation et nous retrouvons, avec des modèles plus ou moins exacts, ce genre de choses. Et voilà donc l'article que nous avons publié en 1982 avec Brandon Carter, Pancake Detonation of Stars by Big Black Holes in Galactic Nuclei. Pancake, ça veut dire crêpe. Hein, et detonation, ça veut dire que l'étoile est tellement comprimée à un moment que la température augmente et que éventuellement il y a une détonation nucléaire, thermonucléaire de l'étoile, et vous faites en quelque sorte des supernovas par accident avec un champ gravitationnel extérieur et avec donc des grandes flambées de rayonnement. Et d'ailleurs, dans les articles qui ont suivi, plutôt des articles techniques après où nous avons affiné toutes ces choses-là, et puis dans la vulgarisation, j'ai utilisé le terme de crêpe stellaire flambée sur lequel je voudrais vous dire. Une autre application de l'imagination géométrique, c'est que quand on complique un peu les choses, et il faut toujours compliquer, auprès d'un trou noir, en fait, les orbites, certaines orbites, elles sont relativistes. Et au lieu d'être de simples paraboles, les paraboles en relativité générale subissent ce qu'on appelle une précession du périhélie. Beaucoup, on a parlé de la précession du périhélie de Mercure. Dans le système solaire, c'est très faible. Pour des orbites vraiment relativistes, la précession du périhélie est énorme. Et vous avez des orbites comme ça, des paraboles, donc, qui se recoupent. Et lorsque les paraboles se recoupent, on fait un raisonnement géométrique un peu plus compliqué, mais pareil, on prend le plan du pôle nord de l'étoile, le plan du pôle sud, et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'il va y avoir deux intersections. Donc il va y avoir deux points de compression, et pas un seul, uniquement parce que l'orbite se recoupe à l'intérieur du plan. Et effectivement, lorsque nous faisons les calculs, on trouve deux points de compression dans la direction perpendiculaire. Voilà, on a à nouveau le rôle de la géométrie. Géométrie assez simple, vous voyez, je ne suis pas encore aux géométries, je ne suis pas du tout aux géométries donc commutatives ou aux géométries discrètes d'espace et de temps granulaire, bien entendu, c'est la géométrie classique, mais déjà rien qu'avec la géométrie classique, vous voyez comment on peut anticiper le résultat. Et comme je vous le disais, ces travaux ont été effectivement, se sont concrétisés sur le plan expérimental, puisque quelques années après, alors là on n'a pas attendu 40 ans, seulement une dizaine d'années, une vingtaine d'années, on découvre les crêpes stellaires flambées, c'est-à-dire donc voilà, vous avez des systèmes là qui sont interprétés, c'est toujours une interprétation, on voit des flambées de rayonnement comme des destructions d'étoiles par des trous noirs. Pour finir le chapitre rapidement trous noirs, parce que j'ai deux, trois autres petites choses à vous raconter, un hommage parmi d'autres, de nombreux que je pourrais faire, à Roger Penrose, avec ces diagrammes, les diagrammes conformes qui permettent effectivement, comme il expliquait pour la cosmologie cyclique conforme, de mettre l'infini à distance finie. Eh bien, pour représenter la structure interne très compliquée, un petit peu idéalisée en tout cas, d'un trou noir en rotation qu'on appelle un trou noir de Kerr, structure compliquée. Il y a deux horizons des événements. La singularité centrale n'est pas un point vers lequel tout converge, c'est un anneau singulier. Et donc, vous pouvez passer à travers l'anneau ou le survoler sans être écrasé et détruit par la singularité. Et pour décrire cette trajectoire assez compliquée, voilà les diagrammes qu'on appelle les diagrammes de Penrose-Carter qui représentent des blocs d'espace-temps spatialement infini, mais réduit dans des petits carrés avec les transformations conformes. Ici, on est les parties bleues, c'est l'univers extérieur au trou noir. Les parties foncées, c'est des intérieurs du trou noir, mais avec des structures complexes. Et vous voyez que les lignes rouges sont des trajectoires possibles, elles sont permises parce qu'elles sont à l'intérieur des cônes de lumière dont vous a parlé Roger dans l'exposé précédent. Et vous voyez que sans violer les lois de la relativité,
relativité en restant dans les cônes de lumière, partant de l'univers extérieur. On peut traverser des trous noirs et ressortir ailleurs. C'est la fameuse hypothèse des fontaines blanches, mais je n'ai pas le temps de développer ces sujets fascinants. Donc si vous voulez aller plus loin, j'ai passé 40 ans de ma vie, un peu plus avec les trous noirs, donc j'ai écrit plusieurs ouvrages. Le tout dernier, je me permets de vous le conseiller, c'est celui-là, Les trous noirs en 100 questions, donc c'est plus destiné aux jeunes pour susciter des vocations, 100 questions qu'on m'a posées quantité de fois lors des innombrables conférences publiques que j'ai pu donner. Un autre sujet, et Joseph a eu l'amabilité d'y faire allusion, qui m'a fasciné, ça c'est à partir des années 90, donc une vingtaine d'années après, c'est la vieille question de la taille de l'univers. L'espace en tout cas, hein, l'espace, la partie spatiale de l'univers. Est-ce que c'est fini ou est-ce que c'est infini? Alors ça, c'était l'objet de discussions interminables au cours des siècles. On avait des modèles d'univers fini, proposés dans l'Antiquité par des astronomes, mais repris par Copernic et même par Kepler. Voilà. Et puis après, on avait également des modèles d'espace infini avec d'autres écoles philosophiques grecques, l'école des atomistes, Giordano Bruno, qui a payé de sa vie pour avoir repris ces hypothèses-là, Descartes, Newton, etc. Dans les deux cas de figure, on a des paradoxes. Paradoxe de l'univers fini, parce qu'ici, ce sont des univers finis avec des bords. Ça s'appelle le paradoxe du bord. Bon, je n'ai pas le temps d'en parler, mais grosso modo, vous allez au bord supposé de l'univers fini, vous tendez le bras, où est-ce que ça va? Ce qui vous agrandit l'univers, si vous agrandissez l'espace, ce n'était pas un bord, vous n'allez pas vous heurter à un mur, le bras ne va pas se dissoudre dans le néant. Bon, les Grecs ne pouvaient pas répondre à cette objection parce qu'il leur manquait quelque chose, comme vous allez voir. Également, de nombreux paradoxes physiques liés à l'infini dont je n'ai pas le temps de parler. Donc, comment résoudre les deux paradoxes? Ben, c'est très simple. Hein. C'est le fini sans bord. Ah oui. Voilà. Alors, le problème, c'est que j'ai une solution parfaitement élégante, mais surtout, elle est mathématiquement cohérente, sauf que pour s'en rendre compte que l'on pouvait bâtir de façon cohérente des modèles finis sans bord, il a fallu attendre le 19e siècle, avec le développement de nouvelles géométries. Et on a encore le rôle extraordinaire de la géométrie dans la modélisation du cosmos. Les géométries non euclidiennes, avec les grands précurseurs Gauss, Lobachevsky et Riemann, et puis le développement d'une autre branche fascinante de la géométrie qu'on appelle la topologie, avec notamment Poincaré et quelques autres. Et donc cela permet de construire de façon totalement cohérente des modèles géométriques d'espace fini sans bord. Je donne deux exemples extrêmement simples. Le premier, c'est ce qu'on appelle un tore plat, qui est obtenu à partir d'une feuille de papier qui a des bords, donc pour les éliminer, vous les collez. Et donc, les lignes droites deviennent des cercles, des petits cercles et des grands cercles. Et pareil avec la sphère, vous avez cette fois-ci un espace qui a une courbure, alors que le tore plat n'a pas de courbure. Hein, c'est vraiment un espace euclidien. Vous vivez à la surface d'un tore plat, vous êtes une paramécie, vous êtes persuadé que vous vivez dans l'espace, dans un plan, parce que toutes les propriétés locales sont les mêmes, celles de l'espace plat. Somme des angles d'un triangle égal à 180 degrés, etc. En revanche, la surface d'une sphère, vous savez que vous êtes dans un espace courbe et quand vous allez en ligne droite, vous faites des grands cercles. Alors, ce seront des exemples à deux dimensions, donc on le voit mieux avec, par exemple pour le tore plat, ce petit jeu vidéo, voilà, qui va faire ricaner les adeptes des jeux vidéo modernes, qui sont évidemment beaucoup plus sophistiqués. C'est le genre de jeux vidéo sur les premiers micro-ordinateurs dans les années 50. Vous avez la fusée qui ne quitte jamais l'écran, tout simplement parce que le logiciel décrète que les bords sont collés, et donc vous avez l'équivalent d'une fusée plate qui circule indéfiniment à la surface d'un torpe. Et pour la sphère, c'est pareil, toujours à deux dimensions. Vous faites un planisphère. Voilà, vous avez la Terre, par exemple, qui est presque une sphère à peu près. Eh bien, vous partez du pôle Nord, vous arrivez à l'équateur. Quand vous êtes à l'équateur, vous êtes toujours à l'équateur, c'est le même point, évidemment. Vous continuez, et toujours en ligne droite, et vous retournez à la maison. Voilà, donc vous avez fait effectivement votre grand cercle en ligne droite, donc espace fini sans bord. Et puis tout ça, ça se généralise à un nombre quelconque de dimensions, hypertore, hypersphère, et ainsi de suite. Bon, alors donc c'est ce que j'abrège. Donc après, j'ai passé un peu plus d'une dizaine d'années avec mes collaborateurs, dont un brillant mathématicien américain, Jeff Weeks, qui était l'un des rois de la topologie, un des maîtres de la topologie, c'est-à-dire la classification de toutes les formes d'espace,
pour en 2003. Donc essayer d'appliquer ces modèles d'univers à topologie complexe, que j'ai appelé pour le besoin de la vulgarisation les univers chiffonnés. Et en 2003, suite à certaines observations de la structure de rayonnement fossile, du mode vibratoire, on a proposé un modèle particulier, qui est l'espace sphérique dodécaédrique de points carrés. C'est beau la géométrie, c'est d'une élégance. Vous partez d'un dodécaèdre sphérique, c'est-à-dire, vous voyez, c'est un ballon, c'est pas un ballon de football, parce que sur un ballon de football, c'est pas régulier, hein, le pavage. Mais là, c'est régulier. Donc vous pouvez mettre 12 pentagones incurvés qui tissent parfaitement une sphère. Mais comme il y a des bords, il faut les supprimer. Ça veut dire que vous ne pouvez pas sortir de la sphère, vous êtes dans le volume, et dès que vous sortez, vous rentrez de l'autre côté avec une rotation de 36 degrés. Et c'est ça, l'espace dodécaédrique de points carrés. Et il crée des illusions d'optique fascinantes, comme on le montre cette animation, crée des mirages topologiques. Bien. Alors quand même, pour vous dire que derrière cette imagination géométrique, il y a quand même quelques calculs. Donc ça, c'est juste 2 petites pages extraites d'un de nos articles qui étudie les modes vibratoires fondamentaux de ce type d'espace pour savoir si après les observations astronomiques, qui sont celles en fait de la structure de rayonnement fossile, peuvent corroborer ou infirmer ce genre de choses. Et donc initialement, nous avions publié un article qui avait fait la une de la revue Nature avec cette proposition sur la forme de l'espace. Voilà. On s'est pas montré aussi que des fois les résultats scientifiques pointus peuvent déborder du monde strictement scientifique, parce qu'à l'époque il allait y avoir la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud. On m'avait téléphoné pour me demander si ils pouvaient utiliser comme logo de la Coupe du Monde le modèle d'univers chiffonné. Donc vous voyez ce genre de choses là. Le cosmos à la forme d'un ballon de football, enfin ce genre de choses. Bon, bien. J'en dis pas plus si vous voulez approfondir ce genre de choses. Voilà mes divers ouvrages consacrés à ces univers chiffonnés. Je finirai sur la chose la plus ambitieuse. On vous en a parlé. Là, je mets un titre poétique, hein, l'écume des mondes. Ce sont les théories de gravitation quantique. On vous a dit plusieurs fois qu'il y avait 2 théories, la théorie de relativité générale, gravitation, plutôt phénomène à grande échelle, mouvement des astres. La théorie à petite échelle, qui est la physique quantique, structure de l'atome, particules élémentaires, interactions fondamentales. Chacune de ces théories marche incroyablement bien dans les domaines respectifs et en principe, on n'a pas vraiment besoin de les marier ensemble, en tout cas pour décrire les phénomènes physiques. Alors il y a un besoin intellectuel qui n'est pas négligeable, hein. Simplement le besoin que le physicien a de trouver une unité sous-jacente. On en revient au cosmos, en beauté, ordre, organisation, une forme d'unité sous-jacente. D'ailleurs, le mot univers, qui est l'équivalent latin du mot cosmos, ça vient de 2 mots latins qui signifient unus et versus. Unus, c'est l'unité, versus, c'est la diversité. Donc réduire la diversité à l'unité, c'est le projet du physicien. Alors c'est peut-être une utopie de trouver un jour une théorie unitaire, mais en tout cas, il y a cette affaire-là. Alors, on n'a pas besoin de les mettre ensemble en général, sauf que, vous regardez ici ce que j'appelle le modèle standard du Big Bang, modèle provisoire de l'évolution de l'univers, qui marche quand même plutôt bien, mais il y a un point obscur, au moins un. Et ce point obscur, c'est le point d'interrogation. Puisqu'on vous l'a dit, et notamment A.B.H. Tekar l'a dit, si vous extrapolez les équations de la relativité classique dans le passé, vous obtenez une absurdité, c'est-à-dire une singularité. Courbure infinie, température infinie, ce genre de choses. En général, les physiciens n'aiment pas beaucoup les singularités parce que les infinis n'appartiennent pas au royaume de la physique. Alors on se dit comment on va éviter cette singularité. Alors il y a plusieurs méthodes. Alors on peut penser effectivement à quantifier la gravitation. Si on introduit la physique quantique, je dois avoir... Ça, voilà la singularité. Voilà. Si on introduit la physique quantique, on peut penser que l'on peut éliminer la singularité et remplacer par autre chose. Mais Roger nous a dit qu'il peut y avoir effectivement d'autres façons d'éliminer la singularité. D'ailleurs, il y a des modèles cosmologiques assez peu connus, fondés sur des extensions de la relativité générale classique, mais qui ne sont pas quantiques. Par exemple, la théorie d'Anson-Cartan, où on a des termes qui viennent supplémentaires qui ont été rajoutés par une théorie de Weil, dont Roger Penrose a fait allusion, qui peuvent supprimer la singularité et la remplacer par un rebond sans avoir besoin d'effets quantiques. Enfin, peu importe. En tout cas, les efforts majeurs aujourd'hui, c'est tout de même effectivement cette tentative d'unifier
deux théories extraordinaires, mais qui chacune fonctionne dans des cadres de pensée différents. On a un espace-temps de fond fixe avec la mécanique quantique, qui est finalement l'espace ordinaire de la relativité restreinte, dans lequel vous mettez des champs de force, donc c'est la théorie quantique des champs, tandis qu'en relativité, effectivement, le fond même de l'espace-temps est lié à l'énergie, à la matière, donc c'est des cadres incompatibles, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a tant de mal à les unifier dans ces théories de gravité quantique. Alors, il y a diverses approches. Je vais vous faire un petit peu peur, mais c'est pour susciter effectivement des vocations. Un petit panorama des différentes théories de gravité quantique, hein, quelques solutions possibles qui sont étudiées. Hein. En fait, c'est des pistes. J'aurais pas dû mettre solution, parce qu'aucune n'est encore une solution. Ce sont des pistes qui sont explorées. Alors déjà, hein, comme je vous l'ai dit, en gravité classique, j'ai parlé de relativité générale, mais la gravité newtonienne, c'était une théorie classique. La théorie d'Enchant-Cartan, je vous dis qu'on peut éliminer une singularité en rajoutant un terme de torsion, c'est classique. Voilà. Mais c'est vrai que l'effort actuel porte sur la gravitation quantique avec un grand nombre d'approches. Les cordes, c'est la plus connue. Et simplement ici, on a eu deux représentants de deux des plus belles approches de la gravitation quantique que je mets ici. La théorie des boucles, initiée par A.B.H. Tekar, puis Carlo Rovelli, Ellis Moline et quelques autres, et la géométrie non commutative, initiée par Alain Kohn et appliquée à la physique. Alors, ce sont des changements de paradigme géométrique. A.B.H. Tekar, j'ai été assez modeste pour ne pas en parler, mais la théorie de ce qu'on appelle la loop quantum gravity, la théorie des boucles, fait l'hypothèse que l'espace-temps de fond est discrétisé. Il y a des grands espaces, les granulaires. Contrairement aux espaces habituels, qui sont des variétés différentielles continues. Et ça, donc, ça fait appel à des mathématiques absolument fascinantes, qui ressemblent à des réseaux de neurones, tout un ensemble de choses. Et il faut reformuler complètement la physique dans ce genre d'espace-temps granulaire. Quant à la géométrie non commutative, c'est d'une façon, c'est encore plus imaginatif, puisque les géométries non commutatives généralisent les géométries de Riemann, en introduisant justement des choses, Alain en a parlé ce matin, non commutatives, des ordres entre opérateurs qui ne permutent pas, il faut les mettre dans un certain ordre, et si vous changez, ça ne fonctionne plus. Et donc c'est une généralisation des géométries de Riemann, de la même façon que les géométries de Riemann, là je me disais non euclidienne, avaient généralisé la géométrie euclidienne, qui était la seule connue à l'époque de Newton, et c'est grâce aux géométries de Riemann qu'on a pu formaliser mathématiquement la relativité générale. Et pourquoi ne pas se dire que c'est grâce aux géométries non commutatives, qui sont encore une généralisation d'ordre supérieur, que l'on pourrait formuler une description à la fois de la gravitation et de la théorie quantique des champs. Voilà. Et donc ça, j'ai résumé avec quelques autres approches dans un de mes ouvrages là. Je voudrais terminer justement par ce cosmos qui ne se réduit pas simplement au cosmos matériel. Il y a la perception de notre sentiment cosmique passe également par d'autres formes de pensée, notamment les formes de pensée artistique, littéraire et poétique. Là, je vous ai mis, reproduit cette fameuse gravure extraordinaire de Dürer, Albrecht Dürer, contemporain de Copernic. D'ailleurs, je le fais intervenir de façon un peu romanesque dans un de mes romans qui s'appelle Le secret de Copernic, où j'imagine que Copernic rencontre Dürer en passant par Nuremberg. Mais vous voyez, toute géométrie déjà, c'est une parabole extraordinaire de l'esprit humain qui tente de réfléchir sur la structure du cosmos. Et à cette époque, déjà, la géométrie jouait un rôle absolument fondamental. Tout était géométrie, ne serait-ce que parce que, de toute façon, l'algèbre, l'analyse, le calcul différentiel n'avait pas été encore inventé. Il faudrait attendre Newton et Leibniz pour cela. Donc tout était géométrie. Et donc on voit les instruments de la géométrie, des sphères, des polyèdres irréguliers, la musique est présente à travers le luth. Ici c'est le symbole d'une comète, ça c'est l'écoulement du temps, le symbole du temps avec la balance. Ici c'est une sorte de carré latin, enfin tout un ensemble de symboles. Voilà. Eh bien, je vous montre une version modernisée d'un de nos collègues qui travaille en théorie quantique des champs, qui est un Hollandais qui s'appelle Dirk Graaf,
qui a repris ce schéma en le modifiant légèrement en fonction un petit peu du développement de la géométrie d'aujourd'hui. Et vous voyez qu'on remplace, on complique les choses, ou d'une certaine manière on les complique, on les diversifie. On remplace la simple sphère par de la topologie. Il n'y a pas que la sphère, hein. Et il y a des anneaux, des tores, des doubles tores, ce genre de choses. Bon, le chien qui est là, bon, on le remplace par, vous devinez ce que c'est le fameux chat de Schrödinger, symbole évidemment de la physique quantique. Et on fait le plaisir de remplacer le polyèdre irrégulier par le dodécaèdre, hein, qui pourrait après tout être peut-être un modèle d'univers. Vous voyez que le luth avec la cavité résonante s'est remplacé par un diagramme de trou noir. Et ainsi de suite. La comète s'est remplacée par le Big Bang. Ça, c'est la classification des particules élémentaires. Enfin, tout un jeu, mais qui montre toujours ce rôle absolument fondamental de la géométrie pour modéliser l'ensemble des phénomènes physiques. Je terminerai avec, moi, je me suis permis, donc, moment, l'approche que je peux avoir face au cosmos ne passe pas que par l'approche physico-mathématique. Et donc c'est passé également par diverses approches, la littérature, la musique, les arts plastiques. Donc je vous montre par exemple une de mes réalisations censée représenter des collisions de trous noirs, par exemple, de trous noirs qui vont bientôt rentrer en collision. Et c'est une autre forme de perception qui se mêle de façon un petit peu inconsciente et souterraine avec des investigations scientifiques. C'est pas la même chose. Quand vous écrivez une équation, c'est pas les mêmes registres mentaux. Mais moi, en pratiquant, j'ai pratiqué toute ma vie, à la fois donc la recherche scientifique, bien entendu, mais d'autres formes d'expression artistique, donc effectivement les arts plastiques, la musique, la littérature, la poésie. Et ce ne sont pas des hobbies, hein, ce ne sont pas des violondaines que je fais à côté. Pour moi, ça forme un tout. C'est mon cosmos à moi, et pour moi, ça forme un tout. Et en fait, chaque fois que je m'exerce à penser l'univers dans un registre mental particulier, ça féconde, mais de façon souterraine, et parfois je m'en rends compte des années après, ça féconde mes recherches scientifiques, et inversement, et réciproquement. Je finirai avec la musique, parce que de toute façon ce soir, j'aurai l'occasion sans doute de vous dire un mot très très bref, sur également le rôle de l'imagination géométrique dans certaines compositions musicales. J'ai eu la chance de collaborer avec de grands compositeurs de musique contemporaine, donc ce soir, si j'ai le temps, je vous parlerai de deux de ces collaboration. L'une s'appelle Le Noir de l'Étoile. On utilise des rythmes électromagnétiques d'objets qu'on appelle des pulsars, qui sont des sortes de phares radio, qui sont de véritables métronomes cosmiques dans une composition musicale. Et plus récemment, avec Hector Parra, une sorte l'équivalent d'un voyage psychoacoustique dans un trou noir, traverser un trou de verre. Et j'essaierai de vous faire écouter cela ce soir. Je finirai, ça c'est un message maintenant que j'adresse aux jeunes. Bon, Einstein lui-même, on cite souvent Einstein, mais c'est vrai que parfois il a dit des choses quand même très pertinentes, c'est que l'homme cherche à se façonner de façon plus ou moins appropriée une image intérieure du monde, image intérieure, le cosmos intérieur. Et c'est une image intérieure du monde, et cette image simplifiée, forcément, et bien ordonnée à la façon d'un cosmos. Voilà. Et il tente de maîtriser le monde de l'expérience en lui substituant jusqu'à un certain point cette image, qui est une image approchée, simplifiée, parce que le monde de l'expérience, il est beaucoup plus compliqué. Et donc, ça revient aussi à toujours expliquer la diversité de l'expérience par une forme d'unité sous-jacente. Et c'est ce que font, il conclut, c'est ce que font le peintre, le poète, le philosophe spéculatif et le chercheur scientifique, chacun à sa façon. Donc, si parmi les jeunes, je suis sûr qu'il y en a qui hésitent, vous avez certainement une appétence pour la physique, les mathématiques, je ne sais pas, mais sans doute aussi pour la musique, pour les arts plastiques, pour la littérature et l'écriture. Ne dites pas que vous devez tout abandonner pour suivre une seule filière. Continuez à explorer. Évidemment, si vous rentrez dans la recherche scientifique, vous aurez quelques années de très très dur travail pour arriver à faire une thèse. Vous vous concentrerez surtout sur votre travail, analyse plus ou moins rationnelle du problème que vous avez. Mais n'oubliez jamais les autres modes de pensée de l'univers qui vont s'enrichir secrètement. Et je finirai par quelque chose qui me correspond vraiment, une autre citation de Pessoa. C'est magnifique. « Mon âme est un orchestre caché. Je ne sais de quels instruments il joue et résonne en moi. Cordes et harpes, timbales et tambours. Je ne me connais que comme symphonie. » Merci.